Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette session Med6 et Tanium. Donc, pour rentrer dans le cœur du sujet, donc vous l'avez vu, hein, aujourd'hui on va parler AEM. Alors pour vous parler d'AEM, on va avoir Jérôme ici présent. Donc bonjour à tous, Jérôme Varro, donc j'ai en charge toutes les activités avant-vente de Tanium en Europe du Sud et en Europe centrale. Et donc moi-même, le gentil organisateur, le modérateur, donc Hervé Thibault, je suis Chief Strategy Officer chez Med6 et par ailleurs j'ai un statut de Microsoft Regional Director, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais auprès de Microsoft, voilà. Et Et enfin David. et moi David, moi je suis spécialisé dans tout ce qui est, administration des postes de travail, avec des outils, divers outils comme Tanium. Alors je vais avoir la charge de vous introduire l'agenda, donc parler rapidement, donc ça ce sera moi qui aurai l'occasion de vous le présenter, donc les tendances, évolutions concernant le marché du endpoint management. Ensuite, mes camarades, effectivement, apporteront les principales réponses, hein. Qu'est-ce qu'attendent les clients, enfin, de manière opérationnelle, hein, et comment l'AEM répond à ces différentes attentes. Et puis enfin, on conclura rapidement pour vous expliquer pourquoi nous sommes donc Med6 le bon partenaire pour vous accompagner sur les projets d'Autonomous Endpoint Management avec Tanium. Alors pour commencer, rapidement, un petit peu l'état du marché, les tendances et défis. Donc, sans retracer l'histoire, pour ceux qui seraient assez anciens, comme moi notamment. Donc, on a eu longtemps, à l'origine, eu des outils qui étaient ce qu'on appelait de la gestion de parc, etc. On a évolué sur des solutions dites de MDM, Mobile Device Management. L'intérêt était de proposer des solutions, notamment en termes, et ça a été un sujet de ces dernières années, hein, avec la partie mobile, le télétravail, etc., le BYOD, le BYOD et des choses comme ça. Et puis un certain nombre tout un ensemble de devices, c'est-à-dire que longtemps on gérait du Windows en entreprise, et puis après il y a eu de l'iOS, enfin, il y a de l'Android, il y a du Linux de plus en plus, il peut même y avoir du Chromebook, etc. Donc on est passé à la notion d'UEM, donc pour Unified Endpoint Management, dire qu'on gère effectivement des devices très variés. Ces dernières années, donc de plus en plus, effectivement, l'outil qui est vu comme un outil de modern work, ça devient plus un outil de sécurité, c'est-à-dire de maintien en conditions de sécurité des endpoints. Et ça, on le voit, donc je vous mets des mots-clés à chaque fois qu'on retrouve, hein, c'est la notion de vulnérabilité au global, donc on retrouve des CVE, je pense que ça parle à tout le monde, des indicateurs de compromission. Ça va s'inscrire, et Jérôme et David vous en reparleront après, dans des démarches Zero Trust. C'est pas vraiment le cœur du sujet, parce qu'en une heure, on peut pas tout faire, mais vraiment, voilà, la démarche Zero Trust globale, c'est un sujet, et le endpoint a une place super importante dans cette partie-là. Et l'intérêt, c'est aussi par rapport à ces éléments, on va pas juste patcher des endpoints, mais remonter un certain nombre d'informations. Donc, je le répète, Jérôme et David vous en reparleront, qui vont permettre, notamment dans un cadre MSSP, donc du SOC, du VOC, de tout ce qu'on peut vouloir, etc. Donc, si les acronymes ne vous parlent pas, n'hésitez pas à demander dans le Q&A, j'expliquerai, pour faire notamment ce qu'on appelle du hunting, hein, de la recherche, et résoudre les incidents. Et Jérôme et David y reviendront dessus. Et puis la dernière surcouche, c'est qu'effectivement, maintenant, on évolue dans un monde qui est très cloud native, au sens où les solutions doivent être complètement SaaS. Longtemps, ça a été qui était plutôt on-prem, hein, pour le endpoint management, ou qui était hybride. Donc maintenant, de plus en plus, on est dans des solutions qui sont cloud natives, mais c'est aussi vrai pour les postes, les devices qui vont évoluer en disant, maintenant, je n'ai plus forcément d'Active Directory ou de choses comme ça. Je n'interagis qu'avec des services cloud, et je suis directement connecté au cloud Microsoft, par exemple, avec Office 365 et Entra. Et puis, le gros game changer ces derniers temps, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, qui donne des leviers pour les attaquants, mais qui nous donne aussi, nous, d'énormes moyens pour se défendre. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît, Jérôme. Super rapidement, parce que Jérôme, notamment, parlera bien mieux que moi et de manière plus opérationnelle. Donc, on évolue effectivement de l'UM pour l'Unified Endpoint Management à l'Autonomous, donc Endpoint Management, la partie AEM.
Donc vous aurez les slides, hein, le but du jeu, c'est pas de retracer tout ça, ça sera bien mieux illustré par mes camarades de manière opérationnelle. C'est dire on va apporter de l'automatisation, notamment avec l'aide de l'IA et du machine learning. On ne parle pas de GenAI, on parle notamment de machine learning, pour apporter des mécanismes de remédiation dits automatiques. L'intérêt étant également d'avoir des indicateurs qui permettent d'anticiper, donc d'être non seulement d'améliorer le mode réactif, mais de pouvoir utiliser tous ces indicateurs pour une approche proactive. Et quand on va dire réactif, c'est bon, je pense que tout le monde l'a vécu, tous ces indicateurs, ce que je parlais au slide d'avant, hein, les indicateurs de compromission, des vulnérabilités, etc., ça peut demander une charge extrêmement importante. L'intérêt de l'AEM étant de réduire la charge, de faire plus avec, pas forcément moins, mais au moins avec autant, et de tirer la quintessence de tout ça avec des mécanismes d'auto-réparation, de gestion autonome, d'amélioration de l'expérience utilisateur. C'est aussi un des sujets qu'aura l'occasion d'évoquer Jérôme et David. Donc slide suivant, s'il te plaît, de dire juste... Donc mes petits camarades vous présenteront bien en détail comment ça marche. C'est qu'effectivement, le fait est que quand on parle d'autonomie, c'est un sujet, la solution qui va être mise en œuvre va être en mesure de prendre les meilleures décisions, donc en votre nom. Donc ça veut dire que c'est des outils auxquels on va accorder sa confiance. Et pour ce faire, hein, donc je vous ai mis, ça c'est le truc traditionnel, mais la confiance n'exclut jamais le contrôle. Donc il faut bien effectivement se poser les bonnes questions avant de mettre en place une solution de ce type sur c'est quoi par rapport à une solution UEM assez standard, qu'est-ce que moi j'en attends, qu'est-ce que je veux mettre en œuvre, quelle politique de sécurité notamment je vais utiliser. Et puis comment effectivement à travers tous les indicateurs que je vais avoir, je pourrais mieux en tirer parti. Je te passe la main, Jérôme et David, pour la suite de la présentation. Alors, déjà, merci Hervé pour l'introduction, parce qu'au final, il y a pas mal de gens qui viennent avec ces idées de voilà, pourquoi est-ce qu'on essaie d'automatiser, pourquoi est-ce qu'on va faire pas mal de choses, surtout c'est quoi les enjeux qui sont derrière. Bon, déjà, il y a 2-3 choses que je voudrais quand même bien notifier pour tout le monde, c'est que l'Autonomous Endpoint Management, c'est en fait apporter de l'autonomie sur 3 piliers fondamentaux qu'il faut être en capacité d'avoir. Alors, si on prend les éléments autour de la visibilité, du contrôle de la remédiation, c'est l'idée de pouvoir dire que si vous voulez prendre des décisions, il faut les prendre sur quelque chose qui est exhaustif. Il faut être en capacité de contrôler ça, parce que c'est devenu quelque chose qui fait assez peur à tout le monde. C'est l'idée que on ne pourra pas forcément contrôler, ou si c'est tout automatisé, c'est un peu compliqué. On en parlera après avec David. Et autour de ça, la remédiation doit apporter des choses. Et en fait, les enjeux qui sont derrière, il faut être extrêmement concret, hein. Il faut à la fois tenter de réduire les dépenses et de consolider potentiellement les outils. Donc, est-ce que l'AEM va pouvoir répondre à cette promesse? Il y a aussi une notion d'efficacité opérationnelle ou des frictions opérationnelles. C'est généralement les équipes qui ont la vue, c'est pas forcément les équipes qui remédient, et les équipes qui font un peu l'audit ou la conformité autour de tout ça, c'est encore d'autres choses, d'autres outils, d'autres tools. Donc la promesse en fait autour de pourquoi l'AEM est intéressante, c'est qu'on est censé uniformiser tout ça. Après, et ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est on a de plus en plus d'actions côté Ops à faire. Donc on a de plus en plus d'informations à traiter, on a de plus en plus d'actions à traiter. Et l'idée de AEM, c'est aussi de pouvoir dire comment on va prioriser pour que les décisions Ops soient basées sur de la data la plus fraîche possible. Puis enfin, et ça c'est le point important, le but de l'AEM, c'est de faire une réduction des effectifs, pas en tant que personne, mais de faire une réduction des effectifs qui travaillent sur des choses non importantes. Il faut que toutes les personnes qui sont en train de travailler dans toutes vos entreprises soient en capacité de faire des tâches qui ont de la valeur ajoutée et pas forcément des choses rébarbatives. Donc, les défis majeurs de tout ça, c'est comment on transforme ces activités opérationnelles un peu traditionnelles en utilisant de la donnée et surtout en utilisant de l'IA pour dire après tous les collaborateurs hyper performants vont pouvoir aller encore plus loin, encore plus vite sur ces éléments. Alors, je vais juste basculer. David, toi, tu es intégrateur, on travaille ensemble chez certains clients communs. Tu as des exemples un peu concrets de ces attentes que tu veux partager? Oui, Jérôme.
Le client Alors, essaie. excuse-moi, juste avant, je veux quand même, juste avant qu'on donne ça, et je suis désolé, je voudrais juste que tout le monde voit, ça c'est ce que le Gartner explique, c'est un framework. C'est vraiment autour de l'idée de, on voit des choses, on met ces éléments en œuvre, on le mesure, et une fois qu'on l'a corrigé et qu'on l'a mesuré, ben, on en génère en fait une confiance, et cette confiance, après, on veut la répercuter partout. Et ça, c'est un peu ce qu'on voit un peu partout chez les clients. Mais voilà, il y a des enjeux autour de l'AEM, donc, et là, je suis désolé, David, c'est ma faute. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes cas d'usage? Alors oui, les clients essaient de gagner sur plusieurs aspects, qui sont gagner en maturité sur la maîtrise de leur parc et de leurs assets, pour avoir une CMDB qui soit à jour. Accélérer l'exécution des actions et des remédiations, sans vraiment sans attendre des heures que l'action se fasse, voire des jours, puis encore des heures pour avoir le statut. Optimiser les dépenses, en désinstallant par exemple les applications qui sont plus utilisées ou soumises à licence, et de gagner en maîtrise sur leur business case, comme la gestion des applications métiers critiques. Une question récurrente est: comment peut-on utiliser l'observabilité pour réduire la charge liée à la compréhension des problèmes? Je dirais que par rapport à ça, en fait, il y a quelques étapes quand même à avoir. Il faut travailler, déjà, la première partie, il faut travailler sur un peu sur l'exhaustivité de la donnée. Ça, c'est ce qu'on voit souvent dans beaucoup d'entreprises. C'est un plafond de verre autour de 80-85% de visibilité autour du parc. Et donc, la partie qu'on va avoir, c'est que si vous n'avez que la visibilité sur 85% du parc, les ratios que vous cherchez à avoir vont d'eux-mêmes être faussés par rapport au reste. Donc ça, c'est une première partie. Deuxième truc, c'est que les gens sont noyés sur beaucoup d'informations. Et en fait, quand on a toutes ces informations, on a du mal à prendre des décisions. Donc, le point qu'on voit souvent, c'est il faut être en capacité de définir en fait des subsets de data qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui est important. Donc, typiquement, ce qu'on évoque quand ce que l'AEM doit apporter, c'est que les informations doivent être proactives par rapport à des conseils de remédiation. Ça doit être une capacité de comprendre l'impact potentiel de ce qu'on va faire. Et ça, c'est des points importants. Un des éléments aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut aussi classifier ces assets en fonction de la priorité. Vous n'allez pas traiter de la même façon des assets qui sont extrêmement importants pour votre business que potentiellement le poste de travail de Monsieur Michu qui a son importance dans l'entreprise, mais si son poste ne fonctionne pas, on ne va pas avoir le même impact sur le business. Puis après, le point important que l'AEM va apporter, c'est la notion en fait d'avoir une donnée hyper fraîche. Si on a des données qui sont très très fraîches sur le sujet, ces éléments vont nous donner des points à mes yeux essentiels sur comment on va pouvoir traiter correctement et en toute confiance le sujet. Et si on regarde un petit peu, aujourd'hui, si je prends juste le cas de Tanium, on essaye de mettre en œuvre tous ces éléments autour de plusieurs aspects. Que ça soit à la fois, comme tu le disais Guillaume, pardon David, sur ma dyslexie revient, si on le fait sur la découverte et l'inventaire, il faut que de là, on soit en capacité de bien traiter l'ensemble des données, que ces données qu'on a pris en œuvre nous permettent de traiter le risque, de pouvoir répondre à des incidents, comme le disait tout à l'heure Hervé, ou de la même façon, les incidents, c'est pas forcément que de la sécurité, ça peut être des incidents de prod et autres, et il faut automatiser tout ça. Donc vraiment, cette idée d'avoir de la donnée fraîche, de l'observabilité qu'on peut actionner dans différents cas, c'est vraiment le point de départ et le framework AEM. Donc si on a déjà toutes les données qui remontent en continu pour garantir une bonne observabilité, pourquoi c'est important de pouvoir les collecter en temps réel ou de les requêter à la demande? En fait, c'est un petit peu une question piège, ça. Hein. Faut revenir un petit peu sur sur la notion en fait des équipes en fait qui supportent les incidents. Si on prend des choses comme par exemple, tu as des tickets qui arrivent et que tu essaies d'investiguer, souvent ce qui va se passer, c'est que ta team va investiguer 1 ou 2 tickets, ils vont trouver le problème, mais après être en capacité de requêter à l'échelle, et c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est être en capacité de dire est-ce que ce problème il est en cours
ailleurs, est-ce que ce problème il est déjà en train de se passer à un autre endroit et comment je vais après automatiser une remédiation que j'ai trouvée, bah, ça, c'est des éléments qui sont importants. Si on essaie de collecter de la donnée et qu'à chaque fois, on n'a pas forcément le dernier état connu ou le dernier état frais, on va avoir des problématiques. Par exemple, on a un de nos clients qui a réduit à peu près de 40% le temps qu'il passait à identifier les causes de panne, parce qu'en fait, il traitait un ticket de manière unitaire, et en fait, de ce ticket, il configurait et regardait de manière globale si ce type de comportement était en cours ailleurs, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, je vais te retourner un peu la question, David. Quand il y a eu Print Nightmare, donc pour ceux qui se souviennent, c'était à la fois une faille de sécurité et il y a eu plusieurs actions et des fails autour du patch. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as fait pour savoir comment c'était impacté, quelle clé de registre, quel service, etc. Est-ce que c'était facile? Alors, on a un peu souffert, on a dû faire des scripts, collecter les informations, lancer les remédiations. C'était assez laborieux. Un système de données flexible et requêtable à la demande aurait été le bienvenu. Une autre question que l'on reçoit souvent, c'est maintenant, admettons que l'on ait la donnée, comment éviter, comment traiter les problèmes et les besoins connus de manière unitaire, mais plutôt les automatiser et devenir un peu plus proactif. En fait, c'est là où je pense que bah, l'introduction d'Hervé, elle est importante, c'est que bah, il faut changer l'approche et cette approche, il faut la faire évoluer. Donc bah, pour nous, et ça c'est vraiment une vision Tanium, hein, ça commence avec des bonnes fondations, il faut être en capacité de pouvoir orchestrer, automatiser. Bah, faut bénéficier de toute la data qui est disponible et il faut aussi bénéficier de l'IA autour de cette data pour pouvoir à la fois corréler, prioriser. Puis après, il faut, et ça c'est le point un petit peu essentiel, il faut être en capacité de déployer de manière, comment dire, assurée ce que l'on adhère. Donc par exemple, si on prend le cas de Tanium, nous on va essayer de donner des informations à nos clients et ces informations vont les aider à prioriser leur remédiation. Si on Par exemple, on prend le cas d'un client, on a fait pas mal de choses qui étaient des sondages post-analyse, qui nous permettaient, à chaque fois qu'on allait faire un déploiement, le client allait analyser les réponses de ses clients par rapport à est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça a été, quand est-ce que vous voulez faire les changements et autres. Et de là, en fait, ça leur a permis d'augmenter de 30% la satisfaction client, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient un changement, ils demandaient est-ce que vous auriez préféré le faire le midi, le soir et autres, et ils obtenaient des retours qui étaient assez intéressants. Maintenant, autour de tout ça, l'utilisation de l'intelligence, c'est ce qui doit nous apporter des choses importantes comme être en capacité de prévoir pour le client quelles actions il devrait faire immédiatement, donc que ce soit côté Sécu ou côté Ops, et de donner en fait des notions de confiance autour de ça. Alors, ça fait un peu peur la notion de tout automatiser. Gagner de la confiance dans les changements est vraiment essentiel. Comment peut-on accélérer les actions sûres tout en gérant l'opposition entre le run de production et la mise en conformité de notre parc? Bah, c'est sûr que ça fait peur et il y a eu quelques événements dans le monde qui arrivent au meilleur, hein, qui font qu'on doit se poser la question de comment est-ce qu'on le fait. Euh, quand le Garner. Tu parles d'une mise à jour arrivée de manière un peu impromptue qui aurait posé plein de problèmes, c'est ça? Alors oui, mais en fait ça arrive tous les jours et ça pourrait nous arriver aussi, hein, donc comme j'insiste bien, ça arrive au meilleur et ce qu'il faut, c'est que bah, il y a deux aspects. Il y a l'aspect où à la fois on regarde comment on se relève. Ça, c'est la première partie. Et puis, il y a l'aspect aussi, comment est-ce qu'on est un peu en capacité comment dire, de traiter la notion de bouton rouge ou même de dire quand on fait des changements, comment est-ce qu'on les orchestre. Bah, par exemple, dans ce qu'on fait chez Tanium, c'est que maintenant, on a intégré les notions de score de confiance. Si je prends globalement les deux éléments majeurs hein, que l'on voit tout le temps, c'est bah, les mises à jour type OS ou les mises à jour applicatives.
Maintenant, Tanium en fait collecte de l'information chez nos clients de telle façon à ce que, alors on collecte le résultat d'action, on ne collecte pas d'informations clients, et en fait on corrèle ça avec plein de données autour de, par exemple des impacts CPU, des impacts disques, des impacts réseau, des crashs applicatifs, des crashs OS, etc. Ou même des notions de désinstallation, si quelqu'un a désinstallé ses softs ou a désinstallé ses patchs. Et en fait, ça nous permet de créer en fait des scores de confiance. Et ces notions de score de confiance, c'est un peu ce qui va nous permettre de dire, en fonction du score de confiance que l'on va avoir, donc là, par exemple, on en voit un à l'écran sur un package de déploiement, on voit que en fonction des samples que l'on a mis en œuvre, on a 12 000 endpoints qui ont appliqué ça. Le taux d'installation, c'était pas énorme. Il y a eu pas mal de crashs applicatifs et on a eu des augmentations de CPU. Donc ça va créer par rapport à tout ça un score de confiance qui va être bas. Et ce qui va faire que quand on va vouloir le déployer, on va plutôt être dans un mode où on va essayer de faire des déploiements plus lents, avec des contrôles plus réguliers de l'état du déploiement et des critères plus durs sur est-ce qu'on laisse le déploiement continuer si on a de plus en plus potentiellement d'erreurs ou si on a eu des retours clients qui sont pas bons. Donc ça, c'est un exemple si on prend par exemple sur les applications, mais c'est quelque chose qu'on va faire aussi par exemple sur le patch. Et là, récemment, encore la semaine dernière, il y a eu un patch qui est sorti qui malheureusement fait que ça a commencé à impacter pas mal de endpoints qui ont dû derrière à la fois on a dû faire il y a une action qui a dû être faite du côté BitLocker, etc. Donc un client qui voit qu'il y a des patchs qui vont lui causer des problèmes. Ça typiquement, c'est ce qu'il va vouloir essayer de faire et essayer de corriger au cours du temps. Donc avoir cette notion de pouvoir contrôler et de dire comment est-ce que ces actions vont à la fois automatiquement en fonction du score être plus ou moins rapides, être plus ou moins lentes en fonction de la confiance que l'on va avoir. Ça, c'est le point qu'on va avoir. Et enfin, le point qui est plutôt par rapport à ce que tu disais, David, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir peur? En fait, il faut que toutes les actions, et là on revient sur cette notion de données temps réel, il faut que tout ce que tu fasses n'ait pas le résultat au bout de 3 heures, au bout de 4 heures, au bout de 6 heures. Tu déclenches une action, il faut que tu aies un statut extrêmement concret de l'impact sur ton parc immédiatement. Et ça, c'est le point qu'on va essayer et qu'on met en œuvre avec Tanium au quotidien. Alors globalement, si on veut vraiment améliorer les choses, il faut avoir de la bonne donnée, de l'automatisation et de la mesure. C'est d'ailleurs un peu ce que prône Tanium depuis un certain temps. Mais Alors, vas-y, excuse-moi, vas-y, continue. On entend aussi beaucoup parler d'AEM, Autonomous Endpoint Management. C'est quoi exactement? Et quelle est sa place dans cette approche? En fait, comme on le disait, l'idée d'AEM, c'est de pouvoir dire, il ne faut pas penser à AEM comme un produit, il faut penser à AEM comme une démarche. Et cette démarche, elle doit toujours passer sur la même chose. C'est ce qu'expliquait, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure rapidement sur le point du Gartner, c'est il y a un problème, quel que soit le problème, une vulnérabilité qui est dans le parc à remédier, que ça soit un problème de production parce qu'on commence à avoir des impacts forts de performance sur les devices, que ça soit la présence d'un logiciel qui présente un risque, que ça soit l'idée qu'on a beaucoup d'argent qui est dépensé n'importe comment parce que des choses ne sont pas utilisées, c'est d'avoir une donnée et que cette donnée, on détermine en fait un comportement automatisé pour le remédier. Et de cette automatisation et de cette remédiation, il faut qu'après on soit en capacité de dire, une fois qu'on a lancé cette remédiation, on en mesure à la fois l'impact sur nos utilisateurs, donc avoir un peu d'employee experience, et ensuite de pouvoir dire que cette information nous sert pour avoir de la confiance pour d'autres clients, pour d'autres changements qui sont faits. Donc si je prends un exemple, dans le secteur de la santé, on a un client qui utilisait AEM pour superviser en temps réel les endpoints et essayer de voir quels étaient les problèmes qu'ils pouvaient avoir avant que ça arrive. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que une grosse partie de leur patch management ne fonctionnait pas parce qu'ils avaient des grosses problématiques autour de leur espace disque. Donc en fait, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des éléments très très simples, c'est qu'ils ont des playbooks qui vont tourner de manière automatisée sur les postes qui n'ont pas beaucoup d'espace disque pour proposer du clean automatiquement ou proposer d'autres alternatives, de telle façon à ce que le bénéfice derrière, c'est que le client, lui, peut continuer d'avoir une bonne expérience parce que c'est fait automatiquement où on lui pose la question. Et en plus, derrière, on a un deuxième effet qui est autour de la sécurité qui est améliorée, puisque tout est bien passé.
Si je prends un autre exemple, on a un client qui a créé, en fait, et c'est même pas nous qui l'avons créé, ça, il a mis en place un playbook qui est assez intéressant, c'est que quand il trouve une vulnérabilité sur des applications tierces, en fait, à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde si le logiciel a été utilisé au cours des 2 derniers mois. Et en fait, le principe est de dire, si ça n'a pas été utilisé, plutôt que d'essayer d'upgrader le logiciel pour remédier à la vulnérabilité, un logiciel non utilisé qui a une vulnérabilité, il a pris le parti de le retirer. Si par contre le logiciel est utilisé, bien sûr, il l'upgrade et il fait la mise à jour. Le point qu'il y a derrière, c'est que ça a 3 impacts assez concrets. D'un côté, il a moins de vulnérabilité. Le deuxième impact, c'est si c'est des logiciels non utilisés, potentiellement, il peut avoir un coût de licence qui est mieux géré. Puis d'un point de vue performance, il a aussi un poste qui est léger. Et ça, en fait, ça montre bien le côté que AEM, ça peut être évolutif. Pour finir, ouvrons la discussion à des sujets plus larges comme le Digital Employee Experience ou DEX. Jérôme, que penses-tu du DEX sur la remédiation? En fait, le DEX sur la remédiation, c'est un peu comme avoir une alarme incendie, mais on n'a pas d'extincteur. Donc on peut voir qu'il y a un problème chez soi, on peut voir qu'il y a effectivement des utilisateurs qui ne sont pas contents, des latences sur le réseau, des crashs applicatifs, mais si on n'est pas en capacité de remédier à l'échelle et automatiquement, en fait, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, si je vais un petit peu plus loin, le sens de l'histoire, et là je reviens sur l'introduction d'Hervé, le sens de l'histoire, c'est à la fois d'automatiser en gardant le contrôle, donc ça c'est ce qu'on va faire de manière globale avec AEM, mais c'est aussi de commencer à utiliser, à leverager ce que font d'autres gros éditeurs. Donc là, par exemple, vous voyez à l'écran là ce qu'on est en train de travailler avec Microsoft et ServiceNow, c'est-à-dire que les agents Tanium qui vont fonctionner soit avec les stratégies de sécurité de Microsoft, soit par exemple avec toute la partie ITSM de ServiceNow, quand vous avez un agent qui va commencer automatiquement à faire des actions sur la base de ce que vous avez dans une plateforme X comme ServiceNow ou une plateforme Y comme Microsoft, là, en fait, vous allez avoir le meilleur de tous les mondes parce que les tickets seront traités plus rapidement, plus automatiquement. L'utilisateur va se voir proposer des améliorations qu'il pourra choisir d'activer ou pas. Donc, on va vraiment arriver dans un mode où le DEX va devenir non pas un produit à part entière, ça va devenir une philosophie qui va être intégrée dans tout ce que vous faites avec vos clients. Et ça, c'est typiquement là où on a, je pense, la meilleure position, c'est d'avoir cette donnée Tanium qui est un peu unique, avec cette capacité d'interaction et d'enrichissement qu'on peut avoir avec MS ou avec ServiceNow, par exemple. Hervé, tu es en mute, je crois, ou je ne te vois plus. Oui, parce que je voulais éviter toute. Alors, avant de passer à la présentation, hein, un petit peu moi, il y a des questions, donc je les prends à ce moment-là. Il y a une question notamment qui est arrivée, qui parlait, attends, je retrouve, sur les problématiques, enfin les objectifs, le sujet NIS 2, voilà, on va le dire comme ça, hein, tu sais, qui est un sujet qui touche pas mal de gens à différents niveaux, etc. Il y a des sujets qui sont notamment qui portent beaucoup autour du risque. Alors même si, moi c'est le commentaire. Ça dépend un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais des entités dans lesquelles on va être, si on est entité essentielle ou entité importante, etc. Mais pour toi, quels seraient les apports effectivement de l'AEM, enfin de Tanium, hein, de l'outil plus généralement, dans une approche, effectivement, alors que ça soit sur, moi je suppose, hein, c'est moi qui extrapole un petit peu, mais sur la partie vulnérabilité, mais pas forcément que, c'est à toi de dire, sur notamment, voilà, dire que comment moi ça me permet d'avoir une approche par les risques avec avec l'outillage. Bah, déjà, le NIS 2, hein, comme tout cadre réglementaire, tu as déjà une première approche qui doit être, il faut que tu sois en capacité de mesurer à quel endroit tu te trouves avant de pouvoir tenter d'améliorer.
Et ça, c'est un premier pilier que tu peux effectivement faire avec Tanium et avec l'aide de Metis. Donc, tu peux très bien commencer à mesurer les points de conformité que tu veux avoir pour être conforme avec NIS 2. Tu peux le mesurer avec Tanium. Après, l'approche que tu peux essayer de traiter, ça va être une approche qui peut être double. Soit tu te mets dans un mode qui est les choses de base, tu les fais automatiquement tout le temps, soit tu sais que tu pars de loin, et là, dans ce cas-là, tu veux travailler le risque sur le côté, je fais les plus grands quick wins les plus rapidement, comme ça je traite au fur et à mesure, j'améliore ma posture au fur et à mesure du temps, mais en travaillant d'abord sur les gros morceaux, ceux qui sont les plus rapides, les plus faciles. Et c'est là où typiquement tu vas avoir, je pense, un double bénéfice sur un projet Tanium Metis, c'est que tu vas avoir à la fois la donnée Tanium qui va dire où est-ce que vous en êtes, tu vas avoir la capacité de choisir quelle est entre guillemets, les actions qui vont te permettre d'atteindre plus rapidement tes objectifs, et puis ensuite, on va directement t'amener vers, et ça je peux peut-être vous montrer, hein, ça sera toujours plus intéressant, je pense. Hop, c'est typiquement quelque chose que tu vas pouvoir montrer, sur lequel tu vas t'améliorer en disant, bah tiens, moi je considère que je veux être conforme soit par rapport à la notion de traiter des vulnérabilités, soit par rapport à mon process actuel, je veux montrer que je m'améliore. Bah, comment je vais le faire? Là, typiquement, ce que je montre à l'écran, hein, c'est un point qui est toujours à mes yeux intéressant, c'est de dire, ça par exemple, je le fais juste sur la partie patch, hein, par exemple, c'est quels sont les patchs qui ne sont pas planifiés, c'est-à-dire qui ne font pas partie de campagnes de patch actuelles ou de machines qui ne sont pas dans des campagnes de patch actuelles, qui me permettraient directement d'améliorer mon sujet. Donc là, si tu regardes, par exemple, je prends juste ce cas-là, hein, j'ai 10 endpoints qui ont un certain nombre de vulnérabilités très fortes, dont certaines qui sont exploitées. Donc en appliquant ce patch, je traite immédiatement 3689 527 vulnérabilités. Bon, bah, typiquement, ça, c'est un élément extrêmement concret de comment tu peux, en tentant d'aller vers ton framework NIS 2, de dire j'améliore ma vulnérabilité, je le fais de manière automatisée, je le surveille et je fais des quick wins. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu vas tendre en utilisant par exemple la plateforme Tanium. Est-ce que je réponds à ta question, Hervé? Bah, à la mienne, oui. Alors, je pense que c'est aussi la réponse à la question qui était formulée. Par rapport à un sujet qui est un peu corollaire que j'ai vu, c'est la partie, tu sais, quand on parle de sécu, donc il y a beaucoup de notions de framework derrière. Il y a des choses et souvent, le, il est demandé aux clients, effectivement, d'avoir, dire par rapport au NIST, par rapport à CIS, enfin des frameworks comme CIS, etc. Est-ce que tu as des choses qui peuvent aider au niveau de tous les dashboards qu'on voit, hein, de ce côté-là? Oui, bien sûr. Bah, alors Des bien. benchmarks, des choses, voilà. Alors c'est bien, c'est des questions qui montrent comment on sait faire plein de choses, donc c'est toujours intéressant. Donc oui, on a dans Tanium, en fait, on intègre dans Tanium des benchmarks et on fait deux choses, on fait même plusieurs choses autour de ça. C'est qu'on peut intégrer les benchmarks du marché, vous pouvez créer vos propres benchmarks et vous pouvez aussi personnaliser des benchmarks du marché par rapport à vos critères. Il y a par exemple, on sait par exemple que les banques sont extrêmement régulées. Donc, ils vont à la fois tenter de respecter un maximum des standards du marché, enfin des frameworks de conformité du marché, mais ils vont aussi essayer d'aller plus loin. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a aussi pas mal de clients qui ne sont pas dans le monde bancaire, mais qui tendent à essayer d'avoir le même type d'excellence. Donc, vous allez pouvoir configurer vos benchmarks par rapport à ça. Vous pouvez intégrer des benchmarks qui sont externes. On a par exemple certains clients dans le domaine public qui ont intégré des benchmarks autour des préconisations de l'ANSSI. Donc ça, c'est un point qui est important. Et puis après, le dernier point, c'est que moi, ce que je trouve toujours intéressant, c'est que si j'active un benchmark tel quel chez quasiment la plupart des clients, on va avoir un niveau de fail ou de critères qui ne sont pas passés avec succès importante. Donc, toujours un peu dans la même démarche, ça rejoint un peu la question de NIS 2, c'est comment est-ce qu'on fait pour démarrer et commencer à avoir des succès et montrer que ces succès te permettent d'avancer au fur et à mesure dans le temps. Dans Tanium, tu vas pouvoir dire, je vais d'abord faire ces 40 premiers critères. Et je vais d'abord m'évaluer sur ces 40 premiers critères et puis ensuite, je vais augmenter la voilure au fur et à mesure pour aller de plus en plus loin. Et là, quand on revient sur la notion de,
En quoi AEM peut aider? Typiquement, tu vas à la fois pouvoir mesurer un peu ton benchmark et de la même façon, tu vas pouvoir appliquer une remédiation et tu vas pouvoir l'appliquer de manière live. Tu vois, si par exemple, je prends un truc tout bête, hein, mais je veux montrer, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Imaginons, tu définis que tu sais que dans ta conformité, tu dois avoir un seul browser de déployer ou que tous tes browsers doivent être à la fois mis à jour en temps et en heure et sans vulnérabilité. Typiquement, tu vas pouvoir globalement te créer dans Tanium des benchmarks actifs sur la base, comme je disais, de scores de confiance. Alors là, j'ai deux critères qui sont des critères assez simples, hein, qui disent si le package il est bien, il est modéré en termes de confiance et qu'il a plus de 2 jours, applique-le ou autre. On pourrait très bien aller beaucoup plus loin et de dire le déploiement que tu fais sur différents rings que tu as configurés vont faire avancer ta conformité de manière plus ou moins rapide. Et de la même façon, ça va aussi arrêter de déployer des choses si tu vois que tu commences à avoir des impacts. Et ce que moi je trouve intéressant dans cette démarche, hein, c'est de pouvoir dire, en fait, à chaque fois que tu vas faire quelque chose sur tes différents éléments, tout ça, tu l'automatises et tu vas à la fois pouvoir mesurer ta conformité, mesurer comment tu avances dans le temps et mesurer aussi quels sont les impacts de ces changements sur ton environnement. Et ça, je pense que c'est des choses assez concrètes à voir. Ouais. Alors, je sais pas si tu as encore, ou si je passe, parce que j'ai encore une ou deux questions et voilà, on a le temps de les traiter. Puis si justement tu peux les illustrer en démo, c'est Bien toujours sûr. mieux. Alors, donc je retrouve. Excusez-moi, je suis pas super rapide. T'avais la solution. Elle est compatible avec des environnements, alors je suppose hybrides ou on-prem. Enfin, voilà, ça fait, je peux faire aussi bien du full cloud, du on-prem que de l'hybride. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il parle de hybride, c'est-à-dire dans la gestion des Dans le endpoints de sens différents types? hybride, je pense qu'hybride, c'est oui, le fait d'avoir des postes, je suppose, hein, qui soient dans le cloud et on-prem. Alors Ah, oui, oui, oui. hybride au sens, je suppose, identité, enfin souvent c'est comme ça que les clients le présentent, hein. Identité, c'est-à-dire en même temps Active Directory et Entra, quoi. Voilà. D'accord, ok. Alors oui, oui, typiquement, hein, ça peut être hybride, hein, donc on a beaucoup de clients qui traitent à la fois du endpoint qui va se trouver en on-prem, du endpoint qui va se trouver dans leur propre data center et du endpoint qui va se trouver dans des clouds publics ou privés. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Et d'ailleurs, ici, tu vois une partie des informations, tu vois qu'il y a de l'Amazon Linux, il y a différents éléments qui sont derrière. Mais si par exemple, tu vois, si tu veux collecter une information pour dire, tiens, je veux avoir mes noms de mes machines et par exemple les operating systems, quand je pose une question et que je veux connecter et avoir de l'information live, en fait, les informations que tu vois arriver, c'est des informations qu'on collecte immédiatement. Et en fait, que la plateforme soit dans le cloud, que ce soit des postes qui soient hybrides, qui soient chez nous et autres, tu vas pouvoir avoir le même fonctionnement de la plateforme Tanium, quels que soient les environnements. Et c'est d'ailleurs un point important, c'est qu'on a aussi beaucoup de clients qui nous utilisent par exemple dans le cadre de la mesurer avant de faire leur migration vers Azure. Ils veulent mesurer un peu les utilisations des consos CPU, des corps CPU et de tous les Quand éléments tu qu'ils ont dis sur leur. migration vers Azure, au sens migration de serveur, parce que je Ouais, crois, hein, au sens migration de serveur, ouais. ou même au sens poste, parce qu'on a des sujets, hein, de VDI, alors que ce soit du Windows 365, de l'Azure Virtual Desktop ou encore d'autres solutions, oui, et ça peut être effectivement. Vous avez des sujets là-dessus, ouais. On a des sujets là-dessus et on a même des sujets là récemment. Comme vous le savez, il y a eu un rachat de VMware par Broadcom et ça a apporté beaucoup de questions à pas mal de clients Il autour de. semblerait, il Voilà, semblerait. il semblerait, tu Ouais. vois que ça apporte des questions, hein, ça secoue un peu les choses. Tu vois, typiquement, on a des clients qui utilisent les infos de Tanium pour mesurer et plus ou moins prévoir le coût que ça va être de basculer de l'un vers l'autre en regardant effectivement les corps qui ont été utilisés dans l'un, de pouvoir voir que en fait ils en consomment vraiment
bien, c'est-à-dire que si tu as défini une machine avec 4 vCPU et X giga de RAM et qu'en fait la machine elle est toujours à 10% de ses capacités et qu'elle monte jamais au-delà, bon ben, tu peux potentiellement l'optimiser avant de la migrer. Et ça, tu vois, c'est typiquement des choses qu'on va voir assez régulièrement. Et c'est de nouveau, que ce soit dans de la question live ou dans de la question plus poussée, tu vas pouvoir avoir ces informations. Les analyses de performance que tu vas avoir derrière vont pas du tout être la même. Donc si je prends, je vais te prendre un dashboard qu'on voit régulièrement chez nos clients autour de ce type de sujet. Donc quand par exemple, hop, je vais prendre sur par exemple l'asset inventory. Bon, bah, typiquement, les clients vont regarder ce qu'ils ont en virtual system, ce qu'ils ont en plateforme physique, s'ils ont des containers et autres. Et puis après, bah, tu vois, ils vont utiliser ces informations que tu peux configurer, dont tu peux utiliser ces informations Tanium comme tu l'entends, pour prévoir en fait leur migration. Donc oui, ça fonctionne complètement en hybride, soit par exemple pour manager du full cloud, soit du full on-prem. On a même des clients qui font du air gap. C'est-à-dire qu'ils ont une plateforme qui est complètement isolée pour des raisons diverses et variées. Donc on a différents scopes de plateformes. D'ailleurs, j'en profite. Tanium va faire une jolie annonce bientôt autour d'une certification de sécurité qu'on a obtenue pour nos clients on-prem en France. Une question qui arrive justement, je pense, par rapport à ce que tu venais de montrer, les rapports, ils sont, parce qu'on en voit pas mal, hein, donc on a vu la partie requêtage. Alors un rapport, je ne sais pas si c'est au sens juste requête ou si c'est au sens visuel, mais on va prendre les deux, hein, requête et visuel. Est-ce qu'ils sont personnalisables et est-ce qu'ils sont en temps réel? Alors c'est une excellente question. Bah, je vais te prendre un exemple. Imaginons, je dis, bah, tiens, je vais prendre... je vais regarder ma patch list compliance, d'accord? Donc je vais regarder comment est en fait ma conformité de patch par rapport à différents patch lists. Donc là, je vais dire tout ce qui est critique, par exemple, de plus de 30 jours. Imaginons, donc j'ai une PSSI, une politique de sécurité qui me dit, tout patch que je pourrais appliquer critique, qui n'est pas appliqué 30 jours après après sa mise à disposition, je veux dire si c'est conforme ou pas. Je vais juste le faire par exemple sur tous les Windows. Donc là, en fait, en quelques secondes, je vous montre que, par exemple, j'ai différentes patch lists avec est-ce que c'est conforme, pas conforme. Ça, c'est de la data live. Donc, je l'ai collecté en quelques secondes. Donc, imaginons, je vais juste prendre, par exemple, cette notion ici, là, je vais me copier ça. Si je devais me faire un rapport, donc si je devais me dire, bah tiens, cette data-là m'intéresse, en fait, en quelques secondes, je peux me créer un rapport. Je vais m'en faire un, comme ça, vous allez voir à quoi ça peut correspondre, hein. Donc, ma colonne ou mon filtre que je vais avoir, bah, je vais reprendre, c'est ma patch list compliance. Donc, j'en ai plusieurs. Tu vois que j'ai pas mal d'informations qui sont là. Donc, par exemple, c'est celle-ci, c'est toutes ces informations qui m'intéressent. Je vais tous les prendre, hein, je ne vais pas me poser la question, hein. Je vais prendre par exemple ceux-là, peu importe, hein, je vais tous les sélectionner, hein, je fais hop. Donc là, j'ai mon information qui arrive. Et puis bah là, en fait, je veux par exemple juste filtrer en disant, bah, en fait, moi, ce qui va m'intéresser sur ce filtre, c'est de dire, alors c'est pas un groupe, excusez-moi, je vais prendre un groupe, je vais juste me filtrer ça. Hop, je vais dire que je vais reprendre ma patch list compliance, voilà. Donc moi, ce qui va m'intéresser, tu vois, j'ai toutes mes informations qui vont m'intéresser, hein, donc je vais dire ma patch list compliance. Et puis allez, je vais dire que moi, ce qui va m'intéresser, c'est sur ma patch list name, et je vais dire qu'elle contient exactement ce que je viens de te montrer à l'instant. Ça. Donc là, en quelques secondes, j'ai obtenu mon information et là, je vois qu'en fait, j'ai toutes mes informations qui sont filées. Et si je veux après créer un report de ça, bah, ce n'est pas du tout un problème parce que cette data que je te montre, je peux après en créer une représentation visuelle. Et c'est ce qui fait que typiquement, quand j'ai un dashboard ici, et je vais en prendre un par exemple que j'aime bien, qui est par exemple autour de Defender, sur mon adoption de Defender, ou sur par exemple, est-ce que mon Defender marche bien dans mon environnement? Bon, bah, toute cette data que tu vas voir, ça, c'est que des rapports que tu peux modifier, que tu peux changer, que tu peux cloner, que tu peux modifier à la fois les paramètres, à la fois dans écrire des explications. Donc tout ça, c'est complètement configurable. Ok, bah écoute, je pense que ça. Je pense que ça répond bien à la question. Tu avais les types d'appareils pris en charge. Alors, Tanium aujourd'hui, j'insiste bien sur le aujourd'hui, hein, parce qu'on
On est en train d'annoncer pas mal de choses. Donc, ça va gérer tout ce qui va avoir actuellement un agent sur lequel on peut s'installer. Donc, ce Windows, Linux, AX, Mac, Solaris. Et on est en train de Solaris, travailler ah sur... ouais. Bah, alors, même AX, Ouais. pourquoi? Parce que bah, c'est un peu ce qu'on appelle les joyaux de la couronne dans plusieurs Eh oui. organisations qui sont très très grosses. Faut que ça tourne, faut que ça soit sécurisé et faut qu'on puisse agir dessus. Donc on a encore pas mal de clients qui font ça. Et le point qu'on va avoir, c'est que si la question elle est autour de tout ce qui va être iOS, Android, etc., on a à la fois des intégrations qui existent avec ces plateformes et on est en train d'aller de plus en plus vers des choses comme s'intégrer avec Intune ou proposer des capacités de management de ces parties-là. Donc, to be continued sur cette partie. On avance beaucoup avec Tanium là-dessus. On travaille beaucoup avec Microsoft sur le sujet aussi. Donc, parce que c'est un point qui est important pour nos clients. Alors, j'ai une dernière question qui arrive. Euh, alors, attends. Tanium semble vraiment miser sur la prise d'informations en direct sur l'ensemble du parc. Donc, je Ouais. pense que ça rejoint la question avant, ce qui était effectivement la donnée temps réel. À quel point doit-on prendre en compte ces échanges de données sur la bande passante? Donc, oui, est-ce qu'effectivement, enfin, dans quelle mesure, tu vois, ça impacte la bande Mhm. passante? Donc, je suppose que c'est peut-être la question au niveau de l'agent ou voilà, de la D'accord. communication. Bah, bon, alors c'est une question qu'on a toujours, et en fait ça fait partie de. Alors ça fait 8 ans que je suis chez Tadium, et c'est vrai que maintenant je l'explique moins, mais pourtant ça reste notre secret sauce qui est important. Donc Tanium à l'origine ça a été créé pour répondre à un premier besoin, un vrai premier besoin qui était comment je peux collecter des masses de data de manière hyper rapide sans avoir des infrastructures relais. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir des points de distribution, il ne faut pas qu'on ait des serveurs dans des agences, etc. Il faut qu'on ait une communication qui soit très rapide. Et ça, on est né de ça. Et on a créé un protocole de communication qui permet globalement à nos endpoints d'échanger de l'information. Et je vais juste vous montrer un petit exemple en fait pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. Déjà, je vais juste donner l'analogie. C'est quand je pose la question qui est par exemple Get Operating System. Oui, là, tu interroges la base de données ou tu interroges Non, non, directement les clients? c'est du live. C'est du live. Donc là, tu vois, j'atteins en fait 100% de mes réponses, mais tu vois, j'ai 150 Ubuntu, j'ai tout un certain nombre d'informations, et tu vois, il y a des compteurs à côté. En fait, ce qu'il faut imaginer, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je pose une question, en fait, je poste une question sur le serveur Tanium et les endpoints, en fait, discutent avec le serveur Tanium. Et lorsqu'ils voient qu'il y a une question qui a été postée, le premier truc qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répondre à cette question, ils vont l'encrypter. Ils vont dire, donc, moi, par exemple, j'ai un Windows 10 entreprise, je vais hacher cette réponse. Et ensuite, ils vont passer à leurs copains sur le côté, sur le même subnet, la question qui est active, ainsi que la réponse qu'ils ont fournie. Donc, quand on arrive à un endpoint qui a du Windows 10 et le endpoint d'à côté qui a du Windows 10, bah, les deux vont pas envoyer deux réponses. C'est qu'ils vont continuer à se passer les informations au fur et à mesure. Et le dernier d'une chaîne linéaire qui a été créée va répondre au serveur. Donc, quand en fait on pose des questions live et on collecte de l'information, c'est pas 50 000 endpoints qui nous répondent. C'est le endpoint qui va avoir collecté le plus d'informations ou le dernier poste de la chaîne ou quand je vais avoir atteint une taille de réponse qui va être suffisante, je vais renvoyer l'info. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que je renvoie que du texte. Donc, si J'aime je utiliser. schématise, c'est Ouais. qu'en fait, tu n'as pas besoin de mettre en place une notion. Alors, moi, je prends mes vieilles habitudes, parce que pour ceux qui me connaissent, je viens de ce monde-là il y a plus de 20 ans, hein. Où dans le temps, on mettait des proxys, enfin, des choses qui permettaient effectivement. Donc là, en gros, j'ai pas besoin de proxy, c'est la technologie qui va faire que les postes vont faire office de proxy sur un réseau local. Enfin, si on est sur du. C'est sûr que dans une approche où tout le monde est chez soi, ça n'a pas forcément de sens. Mais là, donc, ouais, je proxifie et ensuite, une fois que j'ai consolidé, la réponse remonte. Exactement. Et tu n'as pas à gérer qui est le proxy, d'accord? Ça, c'est Ouais. important. Et si tu vois ici, là, tu vois sur mon environnement, mon environnement de démo, tu vois des directions là. Bah, tu vois, par exemple, ces postes-là, ici, tous ceux qui sont là, si je devais prendre, par exemple, tu vois, si je devais prendre le 10, 8, 71, hein, donc je vais juste faire un filtre là-dessus, tu vois, sur le 10.8.71 points. Voilà. Donc là, en fait, tu vois tous les postes que j'ai dans ma chaîne.
Et certains d'entre eux, tu vois, ils ont une notion de automatiquement, moi je vais envoyer des informations intermédiaires parce que je suis au milieu de la chaîne. Ou par exemple, celui-ci, je vais juste forwarder d'un côté mais pas de l'autre. Donc automatiquement, Tanium gère ça en continu et va optimiser. Pour que tout le monde comprenne bien l'analogie, c'est avant, si on devait réfléchir, et là je vais juste te titiller toi Hervé, parce que comme tu dis que ça fait longtemps que tu faisais ça, et effectivement on a fait ça depuis Alors dans ma longtemps. jeunesse, hein, dans ma Pendant ta jeunesse, là, je suis jeunesse, tu passé à vois, sur d'autres les, choses maintenant, mais sur les, ouais. sur les choses comme du SMS ou du Ah oui, SCCM, etc. hein. SMS, je Mais suis pas sûr que ça parle à du monde, mais effectivement, oui, sur du SCCM, du Ivanti à l'époque, enfin voilà, exact. Landesk pour les plus vieux, ouais, c'était effectivement des sujets où, voilà, dans le temps, t'avais pas cette notion où on passait par des solutions tierces, Wani pour ceux qui ont connu ou machin, pour effectivement faire de la gestion un peu plus intelligente sur les solutions de on-prem, ouais, de gestion de parc, comme on disait. Bah, Ouais. Mm. tu vois, typiquement, si tu devais faire l'analogie entre techno et le but, c'est pas forcément ça, mais si par exemple, c'est ce que j'utilise pour tout le temps, donc si un jour vous entendez cette analogie, elle vient sans doute de moi, si vous êtes dans un mariage et que vous avez 10 tables de 15 personnes, le soir, si à 23 h vous montez sur une chaise en criant qui veut un café, vous ne saurez pas traiter la masse d'informations. Vous en aurez partout, vous n'aurez pas tout, parce qu'il y a des gens qui sont partis danser, il y en a qui sont peut-être un peu sous et qui ne peuvent plus répondre, et qui ne sont pas en bonne santé. Donc, qu'est-ce que font les gens dans ce type d'organisation? Ils mettent un serveur ou une serveuse près de chaque table, et le jour où on a besoin d'avoir un café, en fait, il y a quelqu'un qui dit à tout le monde, va voir chacun et donnez-moi les réponses de la table pour savoir qui veut un café, etc. Le problème, c'est qu'il faut embaucher des serveurs, des serveuses, il faut les gérer, il faut être sûr qu'ils soient là, etc., etc. Avec Tanium, ça ne marche pas comme ça. Vous avez toujours la personne qui va monter sur une chaise en disant qui veut un café, mais en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un petit papier, un crayon, elle va le déposer sur la table et elle va dire je ne veux pas savoir qui me répond. Je veux juste que le papier il tourne autour de toute la table et chacun écrit si tu veux un cappuccino, un café allongé, etc. Et ensuite, le dernier de la table prend le papier et me le rapporte. Et moi, j'ai juste à faire une addition, j'ai juste à faire des maths. Ça, c'est la chaîne linéaire. Donc c'est comme ça qu'on va collecter beaucoup d'informations et qu'on va pouvoir le faire de manière extrêmement rapide. Parce qu'en fait, au final, ce que moi je reçois, c'est un papier qui dit il y a 4 expresso, il y a 2 cafés allongés, il y a un cappuccino, moi je veux rien et j'ai fini. Et le deuxième point, le deuxième effet qui se coule qu'il y a derrière, c'est qu'en plus, les endpoints partagent aussi des packages. Et c'est là où tu vas avoir à la fois l'accélération. Tu as de la donnée live, tu as la capacité d'envoyer des actions live, et les packages, en fait, sont aussi partagés sur la chaîne. Ce qui fait que quand je veux envoyer un patch, quand je veux envoyer un package, une application, une remédiation et autres, celle-ci, elle est aussi distribuée le long de la chaîne, ce qui fait que si j'ai un endpoint qui a besoin de ce paquet, il va d'abord demander au reste de la chaîne linéaire, est-ce que vous pouvez me fournir ce paquet, plutôt que de demander au serveur. C'est ce qui fait que ça contribue aussi à une grosse optimisation de l'utilisation de la bande passante. Donc on travaille avec des entreprises qui ont des sites extrêmement éloignés, parfois dans des pays complexes, et la plateforme Tanium fonctionne très très bien là-dessus. En fait, tout est automatisé, vous n'avez pas à faire grand-chose pour que ça fonctionne. Donc avec un faible réseau. Alors, j'ai pas d'autres questions, puis vu que l'heure avant. Alors, en tout cas, j'ai bien aimé l'analogie du mariage. Je la reprendrai en citant l'origine, hein, Tu peux évidemment. le faire avec un bar, ça marche aussi avec un bar, avec ce qui te fait plaisir. Le mariage, ça parle à tout le monde. Donc, je te propose on va terminer, puis je vois pas de nouvelles questions, c'est bon. Donc, qu'on repasse sur les slides, puis j'ai la petite alerte qui me dit qu'il reste 5 minutes à la réunion. C'est ça qui est pratique. Okay. Donc, moi, je vais juste reprendre peut-être le slide Med6 rapidement, hein, pour ceux qui. Ouais, hop. Ouais, c'est vraiment du live, hein. Donc, rapidement. Ça, je sais pas. Attends, ça s'affiche. C'est bon. Voilà. Ouais. On a vu la belle interface Mac. Donc rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, donc j'espère que le slide avec le petit décalage il est arrivé, hein. Le Metis, on a un fort focus sur la sécurité. On est super attaché au côté bleu, blanc, rouge. Vous l'avez avec un certain nombre de labels. Donc là on ne l'a pas représenté, mais on a le label France Cyber Security. Sur 2 aspects, sur nos services d'intégration, dont c'est ceux qui interviennent principalement aujourd'hui. C'est le sujet qu'on a principalement aujourd'hui, et les services
dit MSP, MSSP, donc de service manager. Il y a 12 sites en France, du conseil, de l'intégration, un certain nombre de choses. Voilà. Si vous n'avez pas bien le panel de tout ce qu'on peut faire alors il n'y a pas que la sécu, hein, je fais le focus dessus parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui, mais il y a du modern work, il y a du cloud, il y a il y a de la data, il y a de l'IA au travers d'un partenaire du groupe dans lequel on est, où il fait, et pas que de la GenAI, mais vraiment des problématiques d'IA assez avancées. Et puis, bien évidemment, il y a la partie, le partenariat Tanium. Donc là, plutôt que sortir la brosse à reluire et puis te dire, voilà, dire on est les meilleurs, je te laisse plutôt en parler de toi, voilà, la façon dont tu considères Med6 en tant que partenaire et pourquoi Med6 pour Tanium. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, outre le fait que vous avez une excellente réputation et que vous faites des choses très bien, faut comprendre un truc, c'est que, par exemple, un des aspects de Tanium, c'est qu'à terme, on fait de la consolidation d'outils. On aide nos clients à consolider leur plateforme, à améliorer les choses, à faire de la transformation. Et nous, on est éditeur, on n'est pas intégrateur. Et donc, quand il faut faire ce type de projet, il n'y a rien de tel d'avoir un intégrateur qui a fait un peu tout ça, c'est-à-dire qui connaît très bien le endpoint. Et Metis n'est plus du tout approuvé sur leurs compétences autour du workplace. D'avoir des gens qui savent faire des projets où il faut à la fois gouverner le client, il faut à la fois amener les gens vers le changement, il faut les accompagner, ça c'est pareil, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que Métis a sa part, a une grande importance pour nous. Et puis après, Métis, pour moi, il est très très fort parce que ils ont pris rapidement le virage Ops Sécu, c'est le même combat. Et ils continuent d'évoluer en continu. Il y a eu beaucoup de choses qu'ils ont fait autour de l'IAM. Là, ce qu'évoquait Hervé sur leurs travaux autour de l'IA et comment ils sont partenaires de différentes sociétés autour de ça. Puis après, le dernier point, c'est que Metis, c'est un écosystème qui joue avec les règles, c'est-à-dire ils respectent les standards français, ils ont des certifications qui sont françaises et autres. Donc pour nous, c'est un super partenaire parce que compétences endpoint, compétences de projet, compétences sécu et ops, et ils font du Tanium et ils le font très très bien. Donc pour moi, c'est le super partenaire pour lequel faire vos projets. Écoute, merci Jérôme, j'aurais pas pu dire mieux. David, est-ce que parce que de toute façon maintenant il est là, j'ai pas vu de nouvelles questions. Tu veux nous dire un petit mot? Oui, rapidement. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'expérience sur les outils. On va parler tout à l'heure de SCCM, SMS. J'ai connu tout ça. Ivanti. Toi aussi? Ouais, bah oui, je fais partie aussi des vieux qui ont travaillé depuis longtemps sur tout ce qui est poste de travail. Et c'est vrai que j'ai découvert Tanium depuis peu de temps. En réalité, là, j'ai passé les certifications. Et c'est vrai que c'est un produit qui répond vraiment à beaucoup de besoins et qui apporte énormément de choses par rapport à des produits qui sont vraiment plutôt on-premise. Et ça règle pas mal de problématiques. Pouvoir interroger les devices en temps réel est vraiment un gros changement par rapport à ce que j'ai connu. Et pareil, pour faire des déploiements et avoir du dashboard rapidement, c'est vraiment un produit qui est vraiment top. Je pense que ouais, c'est bien ce qu'on a vu, donc on gardera ça comme mot de la fin. C'est bien ce qu'on a vu dans les démos qu'a fait Jérôme à la fin. Écoutez, merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, comme c'était dit, hein, vous aurez accès à l'enregistrement d'ici demain, je pense. Et puis, bonne fin de journée à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.